10 ans après la création des LFE, de la fabrique écologique, je pense que nous sommes aussi une tortue qui va gagner et que c'est la première chose que je voulais vous dire en remerciant toutes les tortues en fait qui depuis 10 ans ont accompagné la fabrique écologique, qui sont très nombreuses, qu'il s'agisse des salariés, des personnes engagées, bénévoles, des stagiaires, des services civiques. Nous avons été un microcosme humain important dans lequel l'enjeu de l'engagement et le fait d'être éloigné du capitalisme par les salaires, par le fait de ne pas être payé, a été un élément, un facteur, il me semble, discriminant positif. Première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur cette question d'engagement, elle conduit évidemment au bout de 10 ans à voir les choses en termes de radicalité écologique d'une manière que nous n'avions pas forcément anticipée, parce que l'accélération de l'urgence écologique conduit des personnes qui, au fond, n'étaient pas forcément des radicales par leur profil, comme Géraud Guibert, conseiller maître à la Cour des comptes, mais au fond, il était sans doute radical au fond de lui-même, comme les membres de notre bureau, tous ceux de notre microcosme, de notre vivier, à devenir plus radical aussi, à voir les choses en termes d'urgence et en termes d'intensité, et en disant, je crois que nous avons gagné en intensité radicale. La deuxième chose qui me semble importante à dire, c'est évidemment que, vous savez, on mène toujours sur la question écologique une sorte de débat sans fin entre liberté et contrainte. C'est-à-dire que l'écologie serait la source de contraintes insurmontables, la source de contraintes insupportables pour les classes populaires. Et au fond, tout à l'heure, Cyril nous a dit qu'il n'était pas professeur de catéchisme et serait un nouveau catéchisme. Je crois qu'évidemment, nous avons démontré à la fabrique écologique qu'il faut tenir compte des contraintes qui sont des contraintes objectives, planétaires, scientifiques, et que par ailleurs, les enjeux de liberté sont essentiels. Et nous l'avons démontré à travers une méthode qui est une méthode en fait transpartisane, transdisciplinaire, qui permet d'associer les jeunes, les moins jeunes et tous ceux qui n'ont pas envie de dire leur âge, autour de travaux communs, avec cette capacité à embrasser l'ensemble des champs de la question écologique dans une sorte d'envie de créer une forme de culture générale écologique. Nous n'avons pas de spécialisation, contrairement à beaucoup d'ONG, mais nous avons travaillé aussi bien sur les enjeux de sensibilité, d'éco-anxiété, de documentaire écologique, que sur les questions sérieuses et très technocratiques des politiques énergétiques. Nous avons travaillé sur les enjeux agricoles, sur la façon dont les prairies sont des puits de carbone. Nous avons travaillé sur l'écomobilité, nous avons travaillé sur l'adaptation du trait de côte, il me semble, d'une manière assez précurseuse, pionnière. Nous avons créé, me semble-t-il, et nous allons continuer à le faire, une forme de culture générale écologique, et je pense que c'est un des mérites de la fabrique écologique. Cette liberté, cette façon dont nous avons réussi à travailler, elle est liée au fait qu'on peut venir à la fabrique écologique, je ne vais pas être plus longue, en apportant un sujet, en ayant envie de le travailler en toute objectivité et bénévolement, mais, et avec évidemment une petite équipe, mais vous pouvez apporter les angles qui vous semblent importants pour créer cette culture générale de l'écologie. Vous pouvez le faire dans l'ensemble des domaines qui vous semblent importants, et vous pouvez le faire si vous êtes à la fois un expert reconnu et si vous allez bientôt être un expert reconnu. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Il y a une culture de la confiance qui est liée aussi à ce modèle de bénévolat sur lequel nous fonctionnons. Et puis, dernière chose peut-être, il me semble qu'à travers ce qu'a fait la fabrique écologique, qui est transpartisane, qui n'est pas affiliée à un parti politique, nous avons démontré de manière assez forte, me semble-t-il, que l'écologie est un enjeu politique, au sens non partisan du terme, mais au sens où le projet de société est concerné. Et on voit bien que 10 ans après la création de la fabrique, c'est au fond un des sujets essentiels, au cœur des débats, entre partis politiques bien sûr, mais au cœur du débat de société, et que devant nous viennent d'autres débats qui vont être importants. Le débat de l'articulation entre le social et l'écologique me semble être un des débats essentiels, mais un autre débat qui est aussi essentiel, me semble-t-il, c'est le débat sur l'articulation des échelles. Sans doute Jérôme en parlera-t-il tout à l'heure. On ne peut pas, évidemment, résoudre l'écologie au petit village français. L'écologie, c'est aussi la façon dont on embrasse la question planétaire. C'est ce que nous disait d'ailleurs tout à l'heure Cyril. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Nous avons à la fabrique écologique, il y a 10 ans, 2 parrains et un 3e. Les 2 parrains, il y en a une ici, qui est Chantal Joanneau, qui est une marraine. Oui, une marraine et un parrain, bon, très bien, qui est une marraine. Et notre parrain a été Michel Rocard. Et pourquoi c'est un parrain et une marraine? Parce que grâce à eux, et je le dis en sa présence,
nous avons pu démontrer très vite le sérieux de notre projet transpartisan. Ce qui était quand même un enjeu de départ. Je reviendrai sur transpartisan, parce que transpartisan, ça ne veut pas dire qu'on considère que le débat politique n'a pas toute son importance, qu'il ne peut pas y avoir des clivages, mais que, disons, pour travailler sur un certain nombre de sujets, il était tout à fait important qu'il puisse y avoir, que le combat politique puisse rester un peu en dehors du travail de la fabrique écologique. Donc merci Chantal, et un petit hommage à Michel Rocard, qui, dès le départ, a cru à ce projet de la fabrique écologique. Et je me souviens très bien, et je crois qu'on s'en souvient tous, du premier conseil d'orientation de la fabrique écologique, où il a fait une intervention tout à fait remarquée et importante et intéressante, tout à fait du style de Michel Rocard. Je ne sais pas si on en a gardé d'ailleurs une vidéo quelque part, je n'en sais rien, mais en tout cas qui a beaucoup marqué les participants, et Michel Rocard croyait beaucoup à ce projet de la fabrique écologique au moment de sa création. Et puis le troisième parrain, entre guillemets, c'est Pascal Canfin, parce que Pascal Canfin a été le seul ministre en fonction à l'époque à venir à la séance inaugurale de la fabrique écologique qui a été en novembre ou en décembre. Je crois que c'était au palais de la Porte Dorée. Et il était présent, et il avait fait une intervention soutenant totalement le projet, y compris dans son côté justement pluraliste. Et c'est pour ça, c'est à ce titre-là, ayant été le seul ministre de l'époque à avoir soutenu ce projet de manière, par sa présence en tout cas, que nous lui avons demandé, en introduction de ce débat, une petite vidéo de 3 minutes que donc nous allons regarder. Bonjour à toutes et à tous. Un salut spécial à mes collègues parlementaires qui vont bientôt prendre la parole, et évidemment à l'équipe de la fabrique écologique, et tout particulièrement à Géraud Guibert. Je ne peux pas être avec vous malheureusement aujourd'hui, mais je voulais quand même participer à ce moment convivial, parce que j'ai été, il y a 10 ans, un des témoins de la naissance de la fabrique écologique. J'étais au gouvernement à l'époque, et déjà nous avions un sujet non pas simplement d'opérationnalisation de la transition écologique, mais de conception, de pensée de la transition. Au fond, c'est quoi cette transition ? Qu'est-ce qu'elle doit véhiculer comme valeur ? Quelle est sa théorie du changement ? Comment on transforme une société, une économie, dans les proportions nécessaires à l'urgence climatique et à l'atteinte d'un nouveau modèle complètement refondé, zéro carbone, alors qu'aujourd'hui, nous savons, nous sommes bien trop dépendants des énergies fossiles. Faire tout ça, ça implique des choses opérationnelles, mais ça implique de penser la théorie du changement. Et c'est ce que j'essaye modestement de faire, avec beaucoup d'autres évidemment, parce que si on ne pense pas cette théorie du changement, si on ne pense pas la gouvernance de la transition, la façon dont on organise les prises de décision, on est à peu près certain de ne pas réussir l'immense défi qui est devant nous. Et donc je remercie la fabrique écologique comme lieu de, parmi d'autres bien évidemment, de conception de cette transition écologique que nous essayons de mettre en œuvre tous les jours, à la fois en France et à l'échelle européenne. Je sais que c'est un sujet qui doit être traité, j'y crois beaucoup, de manière dépolarisée. Pourquoi j'insiste sur cette dépolarisation ? Parce que nous sommes à un moment où la question écologique n'a plus seulement un seul front ouvert. Le front historique de la question écologique, c'est d'avoir une fonction d'alerte qui met en mouvement des nouvelles dynamiques, qui crée des innovations technologiques, qui change les règles du jeu pour en faire plus qu'on en faisait hier. C'est toujours nécessaire d'en faire plus, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais je pense que nous avons entamé un cycle qui aujourd'hui nous mène à avoir pris des décisions totalement inédites et historiques. Et du coup, ça ouvre un deuxième front. Un front qui n'existait pas jusqu'à présent et dont on voit que partout en Europe, il est en train de prospérer malheureusement, qui est le front sur lequel l'extrême droite s'est positionnée, sur une anti-écologie clivante, polarisante, qui risque, si elle prospère, de faire dérailler le train du Green Deal, de la transition écologique. Et donc il faut qu'on réussisse à continuer à une écologie dépolarisée, parce que je suis absolument convaincu que la polarisation de la transformation, ou de la résistance à cette transformation, dans les deux cas, c'est l'échec de la transition.
Voilà quelques réflexions très générales que je voulais partager avec vous et vous rappeler à l'ensemble de l'équipe de la Fabrique écologique à quel point votre travail est utile, l'a été dans les 10 années qui viennent et je suis absolument persuadé le sera dans les 10 ans qui viennent. Merci beaucoup. Merci de votre présence et d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc Chantal Joanneau, ancienne ministre, aujourd'hui senior consultant, on peut dire que ça comme ça, et ancienne ministre de l'Environnement, évidemment, et qui a été très engagée à la Commission nationale du débat public, y compris dans des sujets difficiles, conflictuels, importants. Et donc merci beaucoup Chantal de ta présence. Delphine Batteau, que vous connaissez bien entendu, députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de la, je sais pas comment ça s'appelait, de la transition écologique ou de l'écologie, formidable. Très bien, et qui a évidemment fait beaucoup de travaux, d'ouvrages, y compris de positionnement important, en particulier sur la décroissance. Évidemment, elle nous en parlera. Pierre Cazeneuve, que je remercie beaucoup de sa venue, qui est député des Hauts-de-Seine et qui est membre de la commission de développement durable de l'Assemblée nationale et qui donc lui aussi est très investi sur ces sujets. Laura Gebali, qui est entrepreneuse en transition écologique, essayiste et que vous pouvez entendre assez régulièrement sur certaines radios, je ne sais pas si on dit encore périphériques, mais enfin, c'est à peu près le cas. Et enfin, Vincent Giret, on remercie aussi de sa présence, qui a été directeur de France Info, directeur de la rédaction de Radio France, après un long passé de journaliste dans différentes rubriques, et qui maintenant est chargé d'un projet important de nouveaux médias sur la transition écologique aux Échos. Et qui, il faut bien le dire, a été à l'initiative d'énormément de choses dans son passage à Radio France et à France Inter et à France Info, en particulier sur la formation des journalistes à la transition écologique et sur le cadre éthique et le cadre, la charte de bonnes pratiques sur la transition écologique qui a été décidée par les journalistes il y a quelques mois maintenant ou quelques années. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Vous le voyez, on a fait exprès de composer cette table ronde, d'abord de manière pluraliste, ensuite de manière de mélange des générations, et surtout, ce qui nous paraît le plus important, c'est que chacun d'entre vous, de notre point de vue, a des choses à dire sur le fond sur ces sujets. Et ça, c'est évidemment important pour nous, d'avoir autour de la table ce qui nous correspond, ce qui est un peu notre ADN, mais des gens de conviction et qui ont envie de faire passer des idées sur ces sujets. Donc nous avons volontairement choisi un titre qui nous paraît important, qui peut paraître un peu provocateur, mais qui nous paraît important, qui est quelle rupture concrète pour réussir la transition écologique, sachant que dans notre diagnostic, on y reviendra peut-être dans les questions ou dans le débat, évidemment les financements sont importants, c'est même majeur, évidemment la technique est évidemment importante, mais il y a évidemment nécessité de ruptures concrètes, sociales, sociétales, écologiques, de valeurs dans nos sociétés, et donc on voudrait que chacun puisse intervenir sur ce sujet. Donc j'ai demandé à chacun d'intervenir peut-être dans une première intervention assez brièvement, et puis ensuite je vous poserai quelques questions pour alimenter le débat. On va peut-être commencer par Chantal. Merci à toi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est jamais facile de commencer, de passer en premier. Alors donc, je suis une marraine, je ne sais pas de quelle génération je fais partie, je ne me prononcerai pas sur le sujet. Parce qu'à l'époque, ce qui était vraiment intéressant, alors on était vraiment dans un autre contexte, c'est-à-dire on avait encore quelques réminiscences de climato-sceptiques, ça existait encore une contestation du sujet, et donc la création de la fabrique écologique, c'était vraiment dans cette idée que si on mettait deux personnalités qui venaient de partis différents, de mondes différents, on serait encore plus crédible, on serait mieux écouté.
Parce que là, on est tous à peu près convaincus, mais aller porter ce discours dans des cercles différents, dans des cercles où vous n'avez pas que des convaincus, c'est pas la même affaire. Donc c'était vraiment pour aider à cet effort pédagogique que tu évoquais, au moins pour qu'il y ait une prise de conscience. Et à l'époque, on pouvait encore peut-être parler de transition. On n'est plus tellement dans le temps des transitions, on est dans le temps des ruptures. Et l'élévation des consciences n'est pas encore totale. Quand moi j'ai la chance et je l'ai voulu passer dans d'autres sphères, dans d'autres milieux et notamment travailler auprès des entreprises aujourd'hui, je peux vous assurer que ce sont des gens, il y a des gens, plein de personnes bien intentionnées, mais qui sont très très loin de maîtriser et de comprendre les sujets dont vous parlez. Et donc, c'est important que cette pédagogie, elle puisse se faire aussi dans ces milieux-là et que les personnes comprennent qu'on n'est plus du tout dans la transition. On est au pied du mur, on est dans la rupture. Et quand on travaille sur ces sujets depuis quelques années, même si on veut être une tortue joyeuse, c'est pas toujours facile d'être joyeux finalement. On essaye, mais c'est pas toujours facile. Et ça, il faut vraiment qu'on comprenne que on a un défi de ressources majeures, défi de l'eau, le défi du vivant, qui est le défi le moins appréhendé. Autant le climat, ça a progressé, autant le vivant et ce qui va autour, y compris l'alimentation, j'ai pas le sentiment qu'on progresse énormément. Parfois même, on a un petit peu le sentiment qu'on régresse sur ce sujet. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est la question démocratique. On fait de la pédagogie ensemble, mais c'est bien qu'il y ait du débat autour des solutions à apporter et qu'il y ait des échanges, et parce que sur ces solutions, on pourrait parfois nous imposer des solutions techniques en nous disant c'est la solution. En réalité, derrière une solution technique, il y a toujours un débat politique puisqu'il y a un impact sur la société. Il y a, euh, il y a une solution qui est 50% technologique, mais les 50% d'abord sociétale. Donc le débat démocratique, il est important et aujourd'hui, je pense que on ne met pas assez en avant la nécessité d'un approfondissement démocratique. Après 5 ans à la tête de la Commission nationale du débat public, on a des tas de grands projets qui, quand ils sont sur le papier, sont parfois parfaits sur le plan écologique, mais allez sur le terrain, les personnes vont vous dire non parce que là, vous vous êtes trompé. Ça correspond pas exactement à ce que vous nous dites. Nous, sur le terrain, on voit bien qu'il y a d'autres enjeux. Alors je vous cite une anecdote. C'était hyper intéressante et très représentative. Il y avait un grand projet de parc photovoltaïque donc ça paraît bien sur le papier, dans le Larzac. Et là, ouais, j'entends des sourires. Et la personne me dit, non, mais de toute façon, le Larzac, c'est parfait parce qu'il n'y a rien à part des pierres. Oui, dans la prise en compte justement du territoire, de la culture locale, l'approfondissement démocratique est absolument nécessaire et donc il faudrait que notre démocratie parte beaucoup plus loin effectivement des cercles de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont j'ai fait partie, pour s'ancrer dans les territoires au plus près des, euh, des personnes. Et puis le dernier point, alors j'avais pensé sobriété, en réalité c'est trop tarte à la crème maintenant sobriété parce que ça a été très réutilisé pour dire finalement des choses très différentes de la sobriété. C'est peut-être prendre conscience de l'approfondissement de l'humanité aussi en fait. Quand je pense vivant, j'ai beaucoup été formée par Gilles Boeuf sur ces questions-là. Et il y a Bernard Chevassiot, lui, qui est ici et qui est aussi une référence pour nous toutes et tous. Quand on pense vivant, quand on pense à l'évolution de l'humanité, ça a toujours été un élargissement de notre cercle de conscience. Fut un temps où les esclaves n'étaient pas considérés comme des humains, les femmes non plus, faisaient pas partie du cercle d'humanité, les autres, les étrangers non plus. Et donc on est dans cet élargissement de la prise de conscience de l'humanité. Et maintenant qu'on sait, parce que c'est scientifiquement prouvé, que nous ne sommes qu'un élément du vivant et qu'on nous en sommes totalement dépendants. On parlait de bactéries tout à l'heure, on a plus de bactéries sur nous et de cellules non humaines que de cellules humaines. Il serait peut-être temps d'élargir cette conscience de l'humanité à d'autres éléments du vivant. Mais là, je pense qu'on franchit un pas encore un peu grand pour certaines réflexions, mais pour autant, c'est sans doute le pas d'avenir. Merci Chantal. Delphine. D'abord, bon anniversaire à la Fabrique écologique et heureusement que vous êtes là parce que sur les questions dont nous sommes en train de parler, il y a un petit sujet de crédibilité. J'y reviendrai. Donc la question, c'est quelle rupture concrète? Alors j'étais en train d'en faire une liste longue comme le bras. Alors je vais les énumérer sans les développer.
Donc d'abord, comprendre qu'on est effectivement, pour rebondir sur ce que disait Chantal, dans une gravité des événements qui signale le retard des ruptures. Et donc, dans ces ruptures, qui, à mon sens, appellent des ruptures dans le discours autant que dans le projet, que dans la façon de le porter. Il y a premièrement le fait de poser les enjeux de l'écologie comme des enjeux de sécurité et des enjeux régaliens qui engagent désormais les conditions d'existence et de sécurité au sens physique du terme de la population et du pays. Deuxième rupture, en finir avec les sornettes de la croissance verte, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui dans les politiques publiques concrètes et dans les décisions concrètes, ce qui empêche de suivre les recommandations scientifiques ou de suivre les avis scientifiques. On peut prendre l'exemple de la 69, on peut prendre l'exemple du 3e tronçon du téléphérique sur le glacier de la Girose, on peut prendre l'exemple du glyphosate, enfin on peut multiplier les exemples. Il y a une incapacité en fait à renoncer à des mauvaises décisions parce que on reste matricé par des politiques publiques qui courent après l'augmentation du PIB, et donc ça me paraît une question centrale de rompre avec ce logiciel de la poursuite de la croissance économique et de faire courir nos sociétés après d'autres objectifs en termes d'épanouissement humain et de préservation du vivant. Troisième rupture, faire de la transformation écologique un levier de lutte contre la vie chère et d'amélioration de la vie quotidienne du plus grand nombre. Moi, je travaille beaucoup actuellement sur ce que j'ai appelé la profitation. C'est une question absolument centrale par rapport au rapport avec la société d'hyperconsommation. Et j'en rajoute encore deux. Les deux derniers, bon, qui sont très évidents, hein, mais on reste, pour rebondir sur ce que disait Chantal et abonder dans son sens, on reste aujourd'hui quand même dans des approches. Moi, je supporte plus le mot de décarbonation en fait. C'est-à-dire qu'on reste aujourd'hui dans des approches qui ne sont pas des approches systémiques. Qui ont commencé d'intégrer la mécanique du budget carbone restant, mais qui ferment complètement les yeux sur l'effondrement vertigineux de la biodiversité et qui sont pas dans une appréhension en fait globale des processus qui sont à l'œuvre. Donc ça me paraît vraiment un combat permanent et quotidien. Et enfin, le dernier élément, alors qui va être paradoxal parce que je commençais par vous dire qu'il y a un sujet de crédibilité. Je le pense profondément, c'est-à-dire que je pense que la situation dans laquelle nous sommes est aussi liée à l'incapacité de l'écologie politique d'apparaître comme une force politique crédible en capacité de gouverner le pays. Donc il y a un enjeu de crédibilité et en même temps il y a une insuffisance notoire du discours technocratique sur l'écologie. C'est-à-dire que moi je crois que ce qui met en mouvement la société, c'est une culture, ce sont des émotions, c'est du sensible. J'étais en train de regarder la note et j'en parlais avec Jérôme, j'en avais parlé aussi avec Lucille sur la question du paysage. C'est-à-dire qu'en fait, tous les éléments sensibles, le rapport à l'alimentation, à l'importance des liens humains, au temps qu'on a pour profiter de la vie, sont des choses en fait à mettre beaucoup plus en avant que la façon dont aujourd'hui les Françaises et les Français entendent en fait le débat de politique publique sur l'écologie pour savoir si c'est des éoliennes ou des ceci, des voitures électriques ou des cela, dans lequel il n'y a aucune en fait dimension sensible, émotionnelle, culturelle. Et je crois que cette dimension-là est absolument fondamentale. Et puis je suis d'accord avec Chantal sur les ruptures démocratiques.
Merci, Pierre. Pour le coup, un peu de pression aussi maintenant. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. Vous parliez d'intergénérationnel. C'est vrai que bon, moi j'ai 28 ans, donc je fais plutôt partie d'une génération qui a grandi dans la certitude que tout allait cramer et que c'était déjà presque trop tard. Et du coup, il n'y avait pas trop de doute là-dessus. En tout cas, ce qu'on appelle la génération climat est plus concerné, plus mobilisé, peut-être plus attentif à tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'avec le thème de la rupture, moi, je suis pas parfaitement d'accord avec ça. Pour vous dire que toutes les ruptures qui, à mon avis, devaient se passer, grâce à l'action des deux personnes notamment qui viennent de s'exprimer et une prise de conscience très longue, trop longue, bien trop longue, sont déjà en fait en train d'arriver. Je prends quelques exemples là aussi. La rupture sur l'artificialisation grandissante de nos sols. Bon, voilà, c'est une thématique qu'on a compris et on a maintenant un calendrier pour l'arrêter. Une rupture sur arrêter, c'est très con, mais juste d'accroître nos émissions de CO2. Bah voilà, maintenant on est passé de l'autre côté de la courbe. Sur l'effondrement de la biodiversité, on est encore très loin de la balle, mais il y a quand même une prise de conscience là aussi sur l'importance du vivant, sur la protection d'un certain nombre de zones. Bon, je peux multiplier les exemples là-dessus. Pour moi, la rupture, elle est déjà derrière nous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'accélération et la prise de conscience beaucoup plus massive, à la fois dans la classe politique, mais surtout dans la société, de la nécessité d'aller beaucoup plus vite et d'être cohérent avec les ruptures que vous aviez pu poser à un instant T. Euh, on a le on s'écharpe de temps en temps à l'Assemblée nationale sur un certain nombre de sujets. J'espère que c'est resté toujours respectueusement, et je tiens à le préciser avec Madame la ministre Bateau. Euh, et je fais un pas de côté là aussi. On voit aujourd'hui, ne serait-ce que dans ma majorité, des gens qui veulent maintenant être réfractaires à ces changements qu'on a pu un moment amorcer. Sur le zéro artificialisation nette, j'en parlais juste à l'instant. Voilà, on commence à entendre des élus, des gens qui au quotidien, parce que ça vient, voilà, la rupture est maintenant concrète, on rentre dans le vif du sujet de, bah, en fait, il faut arrêter d'artificialiser et comment on fait. On voit des élus de plus en plus, des promoteurs, tout ce que vous voulez, des acteurs économiques qui veulent maintenant ralentir l'ambition qu'on peut avoir. On parlait des ZFE. Tout le monde nous disait ça va pas assez vite, ça va pas assez loin. Votre loi climat et résilience, c'est n'importe quoi. Bon, ça commence à 1er janvier 2024 pour un certain nombre de métropoles à se mettre en œuvre. Et là, déjà, on voit un certain nombre d'acteurs économiques, un certain nombre de maires, toutes couleurs politiques confondues, je tiens à préciser, qui disent ah, attendez, mais là, on va laisser des gens au bord de la route, on n'a pas eu le temps de financer suffisamment de véhicules électriques. Dernier exemple, et c'est peut-être le pire, sur la rénovation énergétique des bâtiments, on avait un calendrier sur lequel on a pris du temps, on a des bornes très claires, et ben on entend, je le dis, hein, c'est pas très grave, un Bruno Le Maire, un Édouard Philippe commencer à dire oui mais le calendrier est peut-être un peu trop vif, on est en pleine crise du logement, etc. Et donc on rentre, si vous voulez, plutôt, je pense que notre ennemi commun, c'est les freins et la facilité évidente qu'on a à remettre à demain et à trouver des excuses pour ne pas faire de l'écologie. Donc la rupture, pour moi, encore une fois, pour revenir au sujet, elle a déjà été consommée. Et maintenant, notre enjeu, c'est d'accélérer et de propulser toutes les transitions qui ont été, je pense, déjà amorcées. On parlait de la décarbonation. C'est vrai que la décarbonation, moi non plus, je suis pas très fan. Surtout, c'est le truc le plus facile. C'est nos industries. Si je prends l'exemple de nos industries, bon, on a 50 sites qui représentent presque la moitié des émissions du secteur industriel. Bon, voilà, maintenant, ils vont être accompagnés, on va avoir leur site. C'est l'écologie facile. Maintenant, je pense que notre enjeu, c'est d'aller dans l'écologie difficile, c'est-à-dire celle qui change les comportements, celle qui fait renoncer à un certain nombre de confort, un certain nombre de choix, et réussir, et là j'abonde dans le sens de la ministre Bateau, à, si vous voulez, créer un peu du rêve, et créer un récit un peu global. Moi, donc, vous l'avez compris, j'appartiens à la majorité présidentielle.
on a une approche assez technocratique, voire ultra chiffrée de notre transition écologique et énergétique. Et je pense que c'est très bien. Tout le travail autour de la planification, il est extraordinairement utile et concret. Et on est un des pays qui décarbone et qui réduit ses émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement dans le CDE aujourd'hui. Mais on manque d'un discours global, de nouveaux imaginaires. Je sais que ce sont des thèmes et des termes qui sont régulièrement employés pour embarquer les gens. Et je finirai juste par dire, voilà, quand on me parle d'écologie et qu'est-ce qui manque aujourd'hui, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir 95% des Français qui réduisent drastiquement leur consommation de bœuf que d'avoir 5% de véganes à Paris comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, notre enjeu, c'est de réussir à embarquer toute la population autour de cette sobriété, autour de cette compréhension de nos impératifs de transition. Et ça, c'est super difficile à faire, objectivement. Parce que pour certains sujets, ça sera la contrainte qui sera le plus utile. Pour d'autres sujets, ça sera l'incitation et l'accompagnement. Pour d'autres, ça sera uniquement la pédagogie. Il n'y a pas une seule réponse à toutes ces problématiques. Donc voilà, c'est pour ça que je suis aussi très heureux, moi, de venir en débattre avec vous et voir quelles sont les différentes options que vous proposez par ailleurs. Et merci encore. Merci bien, Flora. Bonsoir. Je vais me lever parce que je vous vois pas. Peut-être comme ça, on se voit, c'est mieux, je trouve. Parce que là, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là et je suis aussi un peu impressionnée. Alors heureuse pour deux raisons. C'est parce qu'on a en commun, la Fabrique écologique et moi, d'essayer de penser la conduite du changement. Et ça, c'est pas ce que tout le monde fait dans l'écologie. Moi, c'est ce qui me paraît essentiel. La deuxième, c'est que moi, je me vois un peu comme une rocardienne. Donc, je suis la seule de la génération climat et même la seule des moins de 30 ans. Et presque la seule à connaître Rocard chez les moins de 30 ans. Du coup, j'essaye un peu de transmettre Rocard chez les moins de 30 ans. C'est pas évident. Impressionnée, pourquoi? Parce que bah, j'ai pas l'habitude tellement de parler devant des gens qui sont écolos convaincus, enfin même déjà écolucides, puis même avec des convictions, puis même avec de l'expertise. Je suis pas sûre d'avoir plus d'expertise que vous, d'ailleurs, parce que bah, ça fait moins de 10 ans que je travaille sur ces questions. Euh, Par contre, c'est vrai que moi, ce que je fais, c'est plutôt d'essayer d'aller conquérir, ou en tout cas intégrer des espaces hostiles. Je le fais avec mon entreprise qui s'appelle Coalition, un nom très rocardien d'ailleurs. Puisque on va dans les entreprises pour justement créer de la conviction écologique et faire alors de la transition notre baseline, c'est d'être garanti sans greenwashing, RSE bullshit et philanthropie du XXe siècle. Donc c'est un peu anti-décarbonation et tout et tout. Voilà. Et la deuxième chose que je fais, c'est d'essayer de faire un peu d'agitation médiatique. Donc, je fais un édito écologique hebdomadaire sur BFM TV où je crois qu'il y a un public assez large et pluraliste qui recoupe plein de gens différents. Et plus récemment, je suis dans une émission sur RMC qui s'appelle Les Grandes Gueules, une émission qui a beaucoup d'impact puisqu'on est en radio, en télé devant 2,5 à 3 millions de donc télé et auditeurs, téléspectateurs et auditeurs chaque jour, où justement je me retrouve toujours seule en plateau à défendre les questions écologiques face. Donc quand il s'agit peut-être de limiter l'achat de SUV, bon bah je suis toute seule évidemment. Quand il s'agit de taxes carbone, alors bon, ça évidemment je suis seule de chez seule. Et même quand c'est des trucs un peu plus à la marge, bah en fait dès qu'il y a le mot écologie, bah, je suis toute seule en fait, hein, ça c'est sûr. Et c'est vrai que bah, parfois je sors et je me dis mais ça servait à quoi d'être là parce que je pense que j'ai convaincu personne. Et je me dis bon bah ça servait peut-être à quelque chose parce que bah au moins il y avait quelqu'un. Voilà, je sais pas, hein, ou peut-être pas, j'en sais rien en fait. Voilà, à vrai dire quand on est écolo, je crois qu'on se demande tous à quoi on sert régulièrement. Et c'est vrai qu'on se dit que nos armes sont quand même, quand on est profondément démocrate, ce qui est mon cas, on se dit que nos armes sont quand même assez faibles. Et je voudrais faire un parallèle, je sais pas si il est habile, mais en tout cas il est d'actualité. C'est que cette semaine, on se dit, tiens, moi, je suis Charlie, j'ai envie de dire ça, mais bon, c'est un peu bizarre. Le mot paix, même le mot paix, il sonne faux cette semaine. C'est un peu bizarre. On a quand même des armes qui sont vraiment assez faibles, quoi, assez faiblardes quand on regarde ce qui se passe dans le monde. Et on se dit que bah on sert pas à grand chose et qu'on va observer l'effondrement avec nos pancartes et nos slogans.
Et en fait, on se rappelle qu'à une époque pas si lointaine, 2015, les attentats, bah, ça faisait quand même du bien d'allumer une petite bougie place de la République. Ça faisait quand même du bien de porter un petit slogan, un t-shirt, de partager un message sur les réseaux sociaux. Et que finalement, peut-être que c'est ça la conduite du changement et que c'est ça la rupture. Et que finalement, avec l'écologie, on fait la même chose. C'est-à-dire que moi, je vais dans mes petits médias de facho leur dire mais non, écoutez-moi, je vous jure. Mais je me sens hyper seule. Bon, bah, vous le faites à votre manière. Il y en a qui pensent, il y en a qui font, il y en a qui sont dans des entreprises ultra capitalistes au sens le moins noble du terme, d'autres qui bifurquent. Et en fait, peut-être que le vrai amour de la conduite du changement de manière démocratique, c'est justement ça, c'est d'accepter ce côté-là. Alors, je parle pas du tout de colibri parce que moi, je suis pas fan de cette théorie. On va y revenir. Mais je parle en tout cas de se dire que la rupture, c'est chaque personne qu'on a convaincue, qu'on a fait bifurquer, qu'on a fait regarder les choses autrement. Et finalement, tout ça n'est qu'une question de point de vue. Et donc, moi, j'ai des lunettes d'écolo radical. Bon, bah, qui déjà ici, je suis sûre qu'on a plusieurs lunettes, puisque il y a une étude qui montre que dans les bulles cognitives algorithmiques des réseaux sociaux, on est 200 par bulle cognitive. Ça veut dire que le conflit israélo-palestinien, on n'était que 200 à le lire et à le regarder de la même manière si on s'informait sur les réseaux sociaux cette semaine. Donc vous imaginez qu'il n'y a plus de commun et qu'il n'y a plus de société. Et donc peut-être qu'aller d'une bulle cognitive à l'autre, c'est déjà la première chose à faire. Très rapidement, parce que je pense que j'ai épuisé mon temps. Pour moi, rupture concrète, c'est un oxymore. C'est un peu comme si je vous dis une utopie réaliste. Pourquoi? Parce que ce qui est la plus grosse rupture est le moins concret. Pas concret au sens d'une mesure concrète. Par exemple, la proposition de Jean-Marc Jancovici qui est de prendre l'avion 4 fois par personne et par vie, enfin dans la vie, elle est hyper concrète, mais elle est absolument pas réaliste parce que aujourd'hui, si on sort de notre bulle cognitive, on a plutôt des compagnies aériennes qui expliquent qu'elles vont encore baisser les prix des billets d'avion, rendre l'avion accessible à tous, etc., etc. Et d'ailleurs même, enfin bon, c'est discutable à plein d'égards. Et donc pour moi, la question de la rupture concrète, c'est complètement un oxymore. Et donc, en fait, essayer de faire des ruptures avec des mesures politiques, ça me paraît être vraiment le dernier kilomètre, quoi. La vision, moi, je partage totalement celle qu'a donnée Delphine. Je pense que c'est la bonne. Mais comment on fait pour faire le premier kilomètre? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de climato-sceptiques. Moi, je crois que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des chiffres qui montrent qu'il y a à peu près 40% de la planète qui est climato-sceptique. Et avec les outils des populistes, il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus dans les années à venir. Et donc, au lieu de se poser la question, ce qui a souvent été le cas, du dernier kilomètre pour faire des ruptures concrètes, je pense qu'on devrait se poser la question du premier kilomètre, qui est évidemment, j'en reviens là, la question du narratif et la question de la conduite du changement à grande échelle et la question de combien d'espace, à combien on va être capable d'aller occuper pour faire changer de lunettes de vue, de point de vue, toutes les personnes à qui on va parler, en sachant que nos armes sont faibles, mais qu'au moins elles existent. Voilà. Merci, Vincent. Bonsoir à tous et bon anniversaire d'abord aussi à la Fabrique. Et on peut se dire quand même que dans un espace public où il est si difficile de discuter de manière civilisée, le fait que vous ayez conçu dès le départ un lieu transpartisan où le débat contradictoire est possible, où on s'écoute et où on réfléchit ensemble, où ça débouche sur des propositions, je trouve ça tout à fait remarquable. Et c'est même assez incroyable qu'on dise que ce soit remarquable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, bien évidemment, c'est pour ça aussi que je suis très, très heureux d'être là et très honoré de participer avec des gens qui sont bien plus compétents que moi sur ces sujets-là. Si tu m'as invité, Géraud, c'est bien évidemment, j'ai la tâche un peu difficile de représenter un peu les médias. Alors, je veux bien être en partie comptable d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, je suis pas en dehors de cet espace-là. J'adore toujours ce métier. Je pense que le journaliste n'a jamais été aussi utile, mais je considère aussi que les journalistes font partie du problème aujourd'hui. C'est pas le seul, Dieu merci, mais le journaliste fait partie du problème aujourd'hui. Il y a même un enjeu d'impact pour le journalisme qui est extrêmement fort. Je ne sais pas si cette phrase qu'on m'a rappelée récemment de Jean-François Revel, qui est absolument cruelle, est vraie, mais il y a quand même quelque chose de vrai. Jean-François Revel disait je ne connais pas de profession plus aveugle à elle-même que journaliste. C'est un peu paradoxal parce qu'on passe notre temps quand même à interroger les questions du monde, les uns et les autres, et en même temps, il y a assez peu de réflexion sur la façon dont on pratique le journalisme aujourd'hui, sur la crise de confiance qui nous assaille, et à la décharge des journalistes, tu parlais de rupture.
c'est un mot qui est vraiment très important pour nous. C'est-à-dire que si je vous dis là, dans ma génération, on a concrètement vécu 4 grandes ruptures qui ont été d'une très grande violence. Alors, on n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres métiers. Et beaucoup d'entre vous, dans les activités que vous avez, ont connu un certain nombre de ruptures aussi qui sont assez identiques. Les ruptures, je peux les énoncer très rapidement sans m'y étendre dessus. Une rupture technologique, jamais une technologie comme le numérique, en l'occurrence, ne s'est déployée aussi rapidement et massivement dans l'histoire des technologies. Une rupture des usages, vous voyez bien que on ne consomme plus l'information comme avant, et même pas seulement l'information, le divertissement, et la rupture des usages, elle continue. Hein, c'est-à-dire que c'est pas une rive dans laquelle on arrive, c'est quelque chose qui est en train de tourner et qui est en permanence en transformation, aussi avec les jeunes générations. Une rupture des modèles économiques. L'information n'a plus de modèle économique rentable aujourd'hui, à quelques exceptions près. Sur le numérique, trois très grandes entreprises mondiales captent 80% de la publicité. Les grands vecteurs de ressources financières des médias ont quasiment disparu. La publicité, pour la raison que je viens d'évoquer, mais aussi les kiosques voilà, en disparition, les petites annonces, on n'a plus besoin des médias pour ça. Et voilà, donc ça c'est vraiment une troisième rupture qui est très forte. Et il y a un Américain qui parle de ces ruptures, Martin Gary, en disant c'est comme 3 plaques tectoniques. Vous voyez, ces 3 plaques qui vont bouger là, celles des ruptures dont je vous ai parlé, et puis ces 3 plaques, elles ont provoqué une 4e rupture qui est un tsunami. C'est ce que Bruno Patino appelle la submersion. On est aujourd'hui dans le tsunami de l'information. On est assailli parce que chacun d'entre nous est devenu un acteur, parfois pour le meilleur. Je voyais Flora qui faisait une petite photo, je pense qu'elle a dû la poster déjà ou va la poster. Elle l'a fait déjà, pas encore? Si, ça y est, elle l'a déjà fait. Voilà, donc, et nous sommes tous partie prenante, mais du coup, on est assaillis, submergés dans une fatigue informationnelle extrêmement puissante. Et ces différentes ruptures, elles ont emporté toutes les digues de confiance. Donc en plus, il y a voilà, ce que avant que vous achetiez Libération, Le Figaro, l'Humanité, etc. Il y avait des points de vue différents, mais il y avait quand même une représentation du monde. On parlait à peu près des mêmes choses, sous un éclairage différent, mais il y avait à peu près un accord sur une représentation du monde. Aujourd'hui, c'est bien évidemment, on est les caractéristiques du champ de l'information aujourd'hui. Bonsoir, vous pouvez rentrer, il y a encore de la place au fond, je crois. Les caractéristiques du champ de l'information aujourd'hui, c'est l'horizontalité. On a vraiment un paysage qui est très très horizontal. C'est un paysage complètement saturé. Vraiment, on a une très grande saturation de l'information aujourd'hui. Je crois même qu'un chercheur avait calculé que tous les 2 ans, la quantité d'informations depuis le début de l'histoire de l'humanité double. Donc là, on est parti dans une augmentation exponentielle de la production d'informations au sens très large du terme. Et puis hyper concurrentiel, c'est-à-dire pour se faire entendre aujourd'hui, c'est très difficile. Et vous voyez que ce champ, dernier élément, il est toxique. C'est-à-dire qu'il y a des manipulations d'informations, il y a des officines, et pas simplement à Saint-Pétersbourg, mais il y en a ailleurs, voilà, qui produisent de la désinformation, du climato-scepticisme, etc. Donc ça, c'est un peu le paysage des ruptures extérieures. Dont les médias et les médias d'information en particulier ont eu à subir. Mais je considère aussi qu'il y a un certain nombre maintenant de sujets qui concernent le métier, la façon dont on réagit à ça. Comment on reconstruit les digues de confiance. Vous avez parlé les uns les autres de récits, d'imaginaires. Comment le journalisme est capable de produire un autre récit narratif, d'autres imaginaires plus positifs de la transition écologique. Et on n'est pas très bien parti, pour dire la vérité des choses, parce qu'on n'est pas équipé pour ça. Et je terminerai là-dessus, puisque tu as eu quelques mots gentils pour moi, mais honnêtement, j'ai le sentiment plutôt d'avoir écopé à la petite cuillère que faire des choses systémiques, puisque c'est aussi un mot que vous avez utilisé. Mais le Covid a été, pour nos métiers, un crash test, j'allais dire, presque assez formidable, si je peux user de ce paradoxe-là. Comment fait-on quand une question d'origine scientifique percute toute l'actualité et qu'à un moment donné, sur les antennes de Radio France par exemple, jusqu'à 80% du temps d'antenne va être consacré à une question scientifique. Et j'ai demandé, au bout de quelques semaines, j'ai demandé aux gens qui s'occupaient qui s'occupent toujours, là, pour un certain nombre d'entre eux, des sciences à France Culture, à France Inter, à France Info. Je les ai réunis, je leur ai dit, voilà, je voudrais que vous fassiez une évaluation de la qualité de nos antennes. Allez-y, hein, franchement, vous avez carte blanche, liberté totale. Vous écoutez nos antennes et vous faites des remarques. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas? Voilà, de façon agnostique. Je savais à peu près où j'allais en leur disant ça, mais ça a été même au-delà de mon espérance.
Et au bout de 3 semaines, ils sont revenus me voir en disant: «Bon, on a bien écouté, c'est pas génial, hein». Bon, j'ai dit: «OK, très bien, racontez-moi». Et puis j'ai réuni mon comité de direction de l'époque qui était, la responsable de l'information de France Inter, responsable de l'information de France Info, France Culture, France Bleu, les rédactions transverses, internationales, et cetera. Et je leur ai dit: «Bah, allez-y, racontez-nous». Et là, bah, voilà, alors bon, c'est un peu mieux maintenant, mais au début, c'était très mauvais. Les gens qui étaient interrogés, qui étaient invités, n'étaient pas nécessairement les bons. Parfois, des gens qu'on a écartés de l'antenne assez vite parce que c'était pas les bons. Et ensuite, la façon dont vous les interrogiez était pas bonne non plus. Parce que sur tel spécialiste de tel sujet, vous alliez l'interroger sur la surcharge des urgences. Il connaît rien, c'est pas son sujet, il n'est pas compétent. Et vice versa, éventuellement. C'est-à-dire, au responsable des urgences, vous allez l'interroger sur un sujet d'épidémiologie. Bon. Et bon, je caricature, mais à peine, hein. Bon. Et puis, en tirant le fil, pardon, je suis un petit peu long, mais je vais m'arrêter là. En tirant le fil, bah, il nous disait en fait, le sujet, il est systémique. Ah, c'est-à-dire, bah, en fait, on n'a pas de culture scientifique. Personne n'a de culture scientifique. Et personne n'a de culture économique, très très peu. Et c'est la vérité. Et la personne qui vous parle en fait partie. J'ai été sélectionné pour faire une école de journalisme parce que j'avais fait des lettres et de l'histoire. Et qu'on a tous fait des sciences humaines. Or, les grandes questions qui nous assaillent aujourd'hui, je ne parle pas de celles un peu graves qui ont été évoquées par notre hôte et puis par certains d'entre vous, mais les grandes questions qui nous assaillent aujourd'hui ont pour la plupart une résonance scientifique et une résonance économique. Or, le background initial des journalistes, les sujets sur lesquels on a le moins de background initial, c'est la science et c'est l'économie. Vous voyez bien le défi qui nous est porté. Donc il y a un énorme sujet de formation, d'impact du journaliste, de se mettre à niveau. Si on n'est pas capable, nous, collectivement, d'être dans des situations apprenantes, de se mettre dans une logique apprenante, on ne sera pas au rendez-vous d'un journalisme avec un grand J, de qualité, capable d'avoir un impact sur la société, capable de ne pas être submergé par la défiance généralisée, capable de parler aux imaginaires, capable de ne pas nourrir la roue du hamster anxiogène de l'actualité. Voilà, c'est un défi colossal. Je n'ai pas la solution tout seul. On a monté à Radio France effectivement un plan de formation complètement inespéré parce qu'on a eu des moyens, qu'on a identifiés. Il y a 250 personnes pour lesquelles c'est obligatoire. Il y a 1200 personnes qui doivent y passer. Chacun doit avoir une piqûre de 20 heures, etc. On ne va pas le faire en un jour, hein, mais c'est lancé, ça a commencé. On fait des masterclass pour tout le monde. Mais la tâche est de longue durée. Merci Vincent, merci beaucoup. Alors, comme c'est l'ADN de la Fabrique écologique, je vais vous passer la parole pour quelques interventions qui s'adressent à l'ensemble du panel ou à tel ou tel d'entre eux. Je rajouterai peut-être moi une petite question supplémentaire pour animer un peu le débat. Et puis je demanderai à chacun d'entre vous ensuite de reprendre la parole pour répondre aux questions qui vous seront posées ou aux interventions et pour conclure. Voilà, alors qu'est-ce qui veut prendre la parole? Il y a un micro qui circule. On va peut-être commencer là-bas, puis on reviendra par Nicolas. Celui-là, c'est celui-là. Là-bas, il y a des micros. Si vous pouvez vous présenter et pour. Oui, bonjour, Denis Bonnel. En gros, je suis un technocrate. Je voudrais revenir sur le mot concret en vous faisant deux propositions, de rebondir sur des choses qui pourraient permettre d'approfondir la notion de quelque chose de concret. Donc, deux désaccords que j'ai eu avec vous. Le premier, le désaccord, c'est sur l'idée qu'il faudrait commencer par le premier kilomètre et pas par le dernier. Est-ce que ceci vous semble possible au regard de l'urgence écologique ? C'est-à-dire que logiquement, si on dit tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour arriver à proximité du dernier kilomètre, il faut repartir à zéro. Est-ce qu'on a le temps? Voilà. Il me semble que c'est une question de est-ce qu'on a le temps de tout reprendre un peu de la base. C'est une question qui met du concret dans le débat. Et puis une deuxième question un peu du même genre, qui pour mettre du concret dans le débat, c'était M. Cazeneuve, qui a dit voilà, le gouvernement il a fait des choses faciles, il s'est adressé à l'industrie, on va décarboner, c'est facile, et puis il y a des choses bien plus difficiles. Je pense que il y a, à mon avis, à avoir une réflexion beaucoup plus précise d'un point de vue technique. Il y a des choses faciles dans tout ce qui est un peu du domaine industriel, et il y a des choses très difficiles à cause même de leur contenu technique. Par exemple, on a cité M. Jancovici, sa proposition de limiter le nombre de vols par vie à 4. Ça s'appuie sur quelque chose d'extrêmement technique.
c'est le fait que le secteur de l'aviation est objectivement le plus difficile à décarboner. On ne fera jamais voler des avions avec des batteries, en tout cas des longs courriers. Et sur toutes les options, il y a toujours plein de difficultés. Modestement, je travaille en ce moment sur l'idée sur la réfutation d'une idée fausse selon laquelle le transport maritime aurait de très nombreuses caractéristiques communes avec l'aviation, ce qui est vrai, et donc serait aussi difficile à décarboner que l'aviation, ce qui est faux. Voilà. Et voilà. Bonsoir, Nicolas Berle, directeur de Green Cross. Et toutes mes excuses si jamais on revient sur des propos que vous avez abordés en début de réunion. Moi, il se trouve que pour les 10 ans, j'ai écouté Elisabeth Borne, je pense qu'elle l'a pas fait exprès, mais il y a une semaine, elle a posé une question qui me semblait essentielle par rapport à la fabrique écologique. Elle a dit en réponse à une intervention, il faut que vous re-questionnez votre rapport à la réalité. Et on a un problème français. C'est que la France du Minitel, du Concorde et des centrales nucléaires est restée sur ses certitudes à l'époque d'Amélie Poulain, mais on a un mal fou à être raccord avec la réalité. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi la campagne électorale suisse qui est actuellement en cours. Quel faisceau, quelle débauche d'intelligence. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi la campagne polynésienne qui était en cours et qui a d'ailleurs débouché sur un changement de majorité assez significatif. Qu'est-ce qu'on a entendu comme proposition qui sortait des clous? Et là, on a l'impression que la machine qui a fait la force de la Maison France, à l'époque où on avait des think tanks comme le Terra Nova d'Olivier Ferrand ou l'Institut Montaigne, à peu près à la même époque, qui marchait et qui échangeait des éléments dynamiques et ambitieux, reste à reconstituer. Quand on relit les notes de la fabrique, on a eu beaucoup de notes sectorielles qui ébauchaient, qui tissaient des perspectives, qui allaient dans cette direction-là. Et le défi commun que j'ai envie de nous poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à instaurer ce dynamisme, cette vitalité et à s'adresser en priorité à ces 40% de citoyens qui ont moins de 45 ans, qui n'ont pas vu forcément ce qui s'était passé et comment les acquis sociaux qui ont fait le socle de la France les concernent au quotidien, tout simplement parce qu'ils les vivent pas et qu'ils n'y ont pas accès. Mais à chaque fois qu'on voit un débat public, c'est souvent eux qui sont là, qui ont la plus grande vitalité. Il y a plus de citoyennes que de citoyens d'ailleurs dans le lot et qui viennent avec des propositions et qui souvent ont le courage de leur mise en œuvre et de passer leur première marche. Donc comment est-ce qu'on arrive à se reposer sur une dynamique et sur une trajectoire et sur un champ des possibles qui redonne envie et qui remonte que face à l'urgence, on peut le faire collectivement et on peut unir nos forces plutôt que d'être dans une logique d'affrontement bloc contre bloc. Merci. Oui, moi, ça va être très rapide, mais dans l'intervention de Cyril Aouizerat, où il a commencé, il a rappelé qu'on était dans un contexte particulier, de grandes souffrances, d'événements dramatiques. Et tout à l'heure, Delphine a dit qu'au fond, il fallait s'habituer, c'était une rupture de considérer l'écologie comme une question régalienne. Et on voit bien que dès qu'arrive une question sécuritaire et régalienne considérée comme telle, l'écologie passe au second plan et qu'il y a une actualité qui percute l'urgence écologique. Et donc, moi, je voulais vous poser collectivement la question de considérer l'écologie comme une question régalienne et sécuritaire. Est-ce que ça vous semble être une façon, au fond, de lui donner une importance politique qui serait une importance politique structurante et comment le faire? Alors, c'est peut-être beaucoup, hein, mais en tout cas, cette qualification, tout à l'heure, tu nous as dit, Vincent, que au fond, l'écologie était peut-être à la fois économique, scientifique. Enfin, tu as parlé du Covid comme non, c'était une métaphore. Donc, est-ce qu'il faut considérer au fond l'écologie peut-être pas comme une question systémique, comme une question régalienne? Bonsoir, Simon Gaillard, technicien énergie dans une ville de 50 000 habitants. 20 gigawattheures par an, c'est très difficile de faire moins, de diminuer. Il me vient un sujet, il me le vient maintenant. Quelque chose qui existait très peu il y a 10 ans, je pense, et beaucoup aujourd'hui, c'est le non-désir d'avoir des enfants. Et
je trouve que c'est pas rien, parce que voilà, hein, je pense que je parle d'un sujet un peu central, enfin, j'ai pas le mot, et que ce non-désir, pour certains, certaines en tout cas, repose sur euh, la peur de l'avenir. Voilà. Alors, j'ai beau souvent répondre, mais on a besoin de tous les bras. Euh, j'ai du mal à convaincre. Oui, Bernard Chevassiot, lui, Humanité et Biodiversité. Mais je voudrais poser une question aux intervenants. On a bien évoqué les deux défis que l'on a, c'est-à-dire la volonté de freiner un petit peu une transition écologique qui peut effectivement apparaître difficile, et puis la volonté aussi de dire que les procédures démocratiques, des fois, ça commence à bien faire. Ma question, c'est est-ce que vous avez l'impression que les coalitions qui se forment autour de ces deux, disons, de ces deux rétrogrades, enfin bon, de ces deux ensembles, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'il y a une convergence des luttes, comme on dit dans certains endroits, ou est-ce que c'est deux nébuleuses, deux galaxies différentes? Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde quels sont les gens qui disent du fait de l'urgence écologique parfois ou d'autres raisons, ces procédures de consultation des publics, et Chantal est bien placée pour le savoir, ça fait perdre du temps, il faudrait aller plus vite, etc. Et ils prennent justement parfois argument de l'urgence écologique pour donner des coups de canif dans des procédures de consultation de démocratie. Bon. Et puis, il y a d'autres gens qui disent, bah, effectivement, de toute façon, cette transition écologique, ça nous emmène vers la décroissance, vers la pauvreté, vers etc. Mais ma question, c'est est-ce que la galaxie qui défend ces, ces deux retours en arrière ou ces deux freins, est-ce qu'on a affaire aux mêmes coalitions ou est-ce que c'est deux mondes qui, pour le moment, ne sont pas, sont distincts, quoi? Merci. Alors moi, je vais rajouter à l'ensemble des intervenants deux réflexions, mais chacun évidemment s'exprimera sur ce qu'il souhaite. C'est la règle du jeu. La première réflexion est la suivante. Je suis très frappé du décalage entre, et qui est un vieux sujet, entre ce que Delphine a dit sur le fait qu'il fallait s'opposer à un certain nombre de décisions et le fait qu'il n'y a pas beaucoup de portage des bonnes décisions. Et d'où un peu l'intitulé de cette table ronde. Et je me demande pourquoi, je vais prendre 2-3 exemples, pourquoi on porte aussi peu ce qui serait des bonnes décisions positives, et ce qui serait quand même une démarche assez intéressante pour donner le sentiment aux gens que c'est pas simplement en s'opposant, même s'il faut s'opposer sur un certain nombre de points, c'est pas simplement en s'opposant, mais c'est aussi en avançant très concrètement. Premier exemple, l'aménagement du territoire, le rapprochement domicile-travail, le rapprochement des lieux de vie. Je ne vois pas dans le débat public quiconque qui propose ça, enfin qui en tout cas met ça dans le débat. C'est pourtant absolument essentiel et ça répond à des contraintes de la vie quotidienne tout à fait essentielles. Bon, donc personne ne pose ce sujet. Bon, un deuxième exemple qui est, un certain nombre de gens disent, il faut, c'est le capitalisme qui est en cause, il faut sortir du capitalisme. Bon, sauf que je ne sais toujours pas ce qu'on met à la place, et quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit de manière opérationnelle? Moi, je pense par exemple qu'il faut à tout prix aller vers une nouvelle économie de l'usage, mais là c'est très concret, ça veut dire très concrètement le reconditionnement d'un certain nombre de produits, le partage d'un certain nombre de produits, l'économie de proximité, ça veut dire toute une série de choses très concrètes et que je ne vois pas non plus dans le débat. Voilà, donc c'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, j'ai le sentiment très, très profond, je pense qu'il est partagé par une bonne partie d'entre nous, que le clivage sur ces différents sujets est en train, dans la population, de s'approfondir fortement. Il s'approfondit fortement. Moi, je le résume de la façon suivante. Peut-être que c'est un peu rapidement dit, mais enfin, je le résume. Le clivage, c'est entre ceux qui ont envie de faire des choses sur l'écologie et le climat et ceux qui ne peuvent pas faire de choses.
parce qu'ils ont un certain nombre de contraintes matérielles diverses, parce que c'est des prisonniers écologiques par exemple, de leur voiture, etc., etc., etc. Et donc, évidemment, cette deuxième catégorie de la population, toute mesure ou sentiment de mesure qui perturberait leur vie, qui est déjà compliquée et difficile, évidemment, est amenée à être rejetée, et on rejette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire rejeter l'ensemble des sujets de climat et de la transition écologique. Il est quand même très inquiétant de voir que dans beaucoup de pays occidentaux, vous avez la montée d'un mouvement anti-climat, et que les populistes, tous les populistes, sont anti-climat, et qu'ils sont de plus en plus forts. Donc ça veut bien dire qu'il y a un vrai sujet à ce propos-là. Et de ce point de vue-là, si vous avez envie d'en parler, je serais intéressé par que vous en parliez, parce que je pense que c'est, malheureusement, là pour le coup, on est vraiment dans une situation très différente d'il y a 10 ans. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête si on veut ensuite avancer sur ces sujets. Voilà, je m'excuse, j'ai été un peu... réflexion un peu. Donc vous répondez évidemment à ce que vous voulez. On va peut-être commencer dans le sens inverse. On commence par Vincent, on commence par Flora. Allez, Flora. Ok. Comme vous voulez. Moi, je voudrais répondre à la première personne qui nous a interrogés, qui a posé 2 questions, qui étaient d'abord, la question du 1er kilomètre, est-ce qu'on a le temps? Bah, évidemment que non. Et une deuxième question qui était, l'écologie facile, difficile. Enfin, voilà, est-ce que décarboner, ça fait partie de l'écologie facile? Je trouve que la deuxième question est la réponse à la première. À savoir, moi, j'ai un peu sursauté quand tu as parlé, je me permets de te tutoyer, d'écologie, facile, parce que décarboner, c'est très difficile. Moi, il m'est arrivé de le faire avec certaines entreprises, c'est très difficile. Ce qui est hyper facile, c'est, d'avoir du lien social, c'est neutre en carbone. Ça, c'est beaucoup plus facile de parler avec son voisin. Moi, j'habite à Paris, je sais même pas frapper chez mon voisin, j'ai honte. Je sais même pas aller demander de la farine à mon voisin. Voilà, ce qui est pas normal, c'est tout le rapport, macro qu'on peut avoir à l'autre, au lien, à la société, etc. Et voilà, une discussion, c'est neutre en carbone. Par contre, l'industrie à décarboner, c'est très difficile. Et tu disais aussi, et là, tu avais raison, vous avez un bon plan technique grâce au SGPE, mais vous n'avez pas de leadership politique. Enfin, je l'ai un peu peut-être remodelé, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, je vais pas dire que c'est ce que tu as dit, mais je vais dire que c'est comme ça que je l'ai reçu. Bah oui, parce qu'en fait, à un moment, ce 1er kilomètre, évidemment qu'on n'a pas le temps. Évidemment que de toute façon, l'enjeu, c'est d'observer l'effondrement et de trouver sa place dans ce qu'on va pouvoir sauver et regarder et observer. Et la question de lutter contre le changement climatique, pour moi, elle est complètement obsolète. Par contre, dans ce qu'on va pouvoir sauver, dans ce qu'on va pouvoir regarder, il y a pour moi la question du leadership politique qui est centrale, parce que si on inverse le narratif de l'écologie politique, il y a la capacité à vivre mieux. Je ne sais pas si vous avez vu cette série Netflix, mais pour moi, tout est dit à l'intérieur. Il y a Jean-Pascal Zadi qui dit, bah en fait, il faut un chèque restaurant, un chèque alimentation pour que tous les Français mangent bio gratuitement. C'est ça la bonne mesure écologique. Bon, c'est une série Netflix, donc évidemment que vous allez me dire comment on la chiffre, comment on la met en place, etc. Mais en fait, pour moi, le 1er kilomètre, c'est de dire comment c'est possible que y ait un circuit logistique aussi complexe pour mes fruits et légumes. Pourquoi c'est pas plus simple? Et en fait, pour moi, le 1er kilomètre, c'est de dire c'est quoi nos valeurs républicaines? Pourquoi il n'y a pas l'écologie dans la Constitution? Elle est dans le bloc de constitutionnalité, mais pas dans la Constitution. Pour moi, et tout ça, ça peut aller assez vite si on a un leadership politique. Pour avoir un leadership politique, il faut déjà être capable de déconstruire. Et donc, soit il nous faut, je sais pas, quelqu'un de 20 ans qui n'a pas construit autre chose, mais je doute parce que je crois au bénéfice de l'expérience. Soit il nous faut quelqu'un, voilà, qui a fait vraiment un travail, comme tu disais, Vincent, de formation, de déconstruction, de réflexion, sur quelle société on veut, d'un point de vue systémique, et qui est capable d'avoir une approche systémique. Et justement, ça répond aussi aux autres questions, qui est la question du régalien. À partir du moment où pour moi, l'écologie, c'est un mot qui doit plus exister dans 10 ans si on réussit ce qu'on a à faire. Parce que l'écologie, c'est juste la question de la prise en compte de l'interdépendance entre les vivants. Donc la prise en compte de l'interdépendance entre les vivants, c'est la base
quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est la base. Donc à ce moment-là, ce sera même plus du régalien. Et pour terminer sur la question du désir, la génération no kid, du désir ou non désir d'avoir des enfants, je suis d'accord que c'est très épineux. Et il y a eu un super débat sur France Inter la semaine dernière que je vous conseille de réécouter sur le sujet. En fait, tant qu'on n'est pas capable de créer une écologie du désir, donc en fait, c'est pas une écologie, c'est un projet de société désirable, bah, je crois que les gens n'auront pas envie d'avoir des enfants, puisque aujourd'hui, ils savent pas où les mettre, comment les mettre, quoi en faire, etc. Et donc, effectivement, pour moi, le premier kilomètre, c'est juste la prise de conscience politique de la dimension systémique du sujet et mis à côté d'un projet positif et désirable. Et aujourd'hui, on a soit des politiques qui voient que la croissance comme moteur de désir, soit des politiques qui comprennent que la croissance n'est pas soutenable, mais qui du coup utilisent comme moteur la peur ou la colère. Moi, toute ma question, c'est quoi l'écologie de projet décroissante? Voilà, c'est un peu compliqué du coup. Merci, Vincent. Oui, moi, juste peut-être sur la question de Lucille, sur la question du régalien. Le régalien, c'est ce qui relève du roi, l'autorité souveraine, et pour le coup, là, de la protection des citoyens. J'entends dans ta question que si ce sujet-là vient à ce niveau aussi puissant et aussi essentiel, tout d'un coup, il est mieux porté et peut-être qu'il y a plus d'écoute et que ça peut créer un effet entraînement. C'est comme ça que je l'ai compris. Et alors, ça me gêne un peu parce que je trouve que enfin, Dieu sait si je considère que on est passé du temps des crises au temps des grands risques. Dans les grands risques, on le voit bien, on en a parlé à l'instant en le mentionnant. On est dans une période où le risque de la guerre est très très présent, hein, très fort. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui revient très très violemment dans l'univers de nos sociétés, comme un grand risque. Il y a des questions donc de guerre, de sécurité, il y a des questions de démocratie. La démocratie est en grand risque aujourd'hui. On voit qu'il y a une très grande fragilité démocratique. Le nombre de pays démocratiques régresse. Alors il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, on peut parler quand même des bonnes nouvelles, c'est quand même le retour en Pologne d'un gouvernement démocratique et on peut espérer que voilà, que ça contribuera parce que la Pologne est un très grand pays dans un endroit stratégique pour notre sécurité globale, on le sait bien. Donc il y a la démocratie et il y a le climat. Donc voilà, mais si on dit simplement, pardon, si je crains que si on dit que c'est un sujet simplement régalien, on sous-entende que bah, l'État a qu'à s'en occuper. Et ça, je pense que c'est pas une bonne piste parce que je pense que il n'y a pas de solution si il faut que l'État joue son rôle. Il faut sans doute d'ailleurs qu'il le joue beaucoup plus. On est dans il y a pas de solution sans investissement massif. Mais là, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour me lancer sur le sujet, donc je vais m'arrêter là. Mais je pense que les entreprises sont aussi une partie prenante extrêmement importante et qu'elles doivent être challengées. Beaucoup sont en train de bouger et il faut accompagner ça et voilà et qu'elles se mettent enfin sur la voie d'un changement de modèle productif. Et puis je crois qu'il y a nous tous. Et en fait, l'État, la politique, etc., on peut toujours exhorter, on dit ils vont pas assez vite, ils font pas que ça. Le vrai sujet, c'est l'accélération. Je pense qu'on n'est pas au bon rythme, chacun le sait, mais ils ne seront au bon rythme que si la société se met aussi en mouvement pour faire accroître la vitesse de transformation. Donc, et ça, c'est quelque chose de complexe et on ne peut pas le faire simplement en mettant le sujet à l'échelle régalienne, en faisant penser que c'est une question bien sûr, c'est une question de sécurité, même vitale, mais si on la pose comme ça, on la pose que dans son dans son versant anxiogène, et je pense qu'on n'embarque pas et on ne répond pas à ce que vous avez souligné les uns et les autres, c'est-à-dire un besoin d'inclure ça dans un projet collectif enthousiasmant quand même. En tout cas, à bien désirable. Voilà, merci. Merci. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir en premier? Delphine? Je vais bien. Alors, en fait, aujourd'hui, alors plusieurs choses, hein, peut-être un peu dans le désordre. D'abord, nous sommes déjà dans une situation où, du point de vue des conséquences sur la sécurité physique de la population, c'est grave, c'est relativisé, c'est passé sous silence. Par exemple, je vous invite à vous intéresser à la question du nombre de morts des vagues de chaleur en France. Il est totalement sous-évalué. Au nombre de départements qui sont dans des situations où il n'y a pas ou presque plus d'eau potable. Et donc, en fait, on est aujourd'hui sur une vraie question de sécurité civile
de la population, qui est quand même très peu abordée comme telle dans le débat public. Et il me semble que la question de la résilience face à la multiplication des événements extrêmes, face aux vagues de chaleur, même aujourd'hui, par exemple, quand on commence à peine, quand on parle de la rénovation thermique des logements, à prendre en considération ce qu'on appelle le confort d'été, mais qui est en réalité la sécurité d'été, mais ça reste extrêmement timide. Et je crois que de le poser dans des termes nouveaux peut contribuer à faire bouger les choses et à faire bouger les esprits, et correspond par ailleurs à l'expérience vécue par les gens et correspond à l'inquiétude de tout le monde. En fait, parce que, je sais pas, je peux prendre l'exemple des Deux-Sèvres, 2 alertes rouges canicule en 2022, une situation extrêmement critique sur la ressource en eau. Les publics, si vous voulez, qui expriment la plus forte angoisse de ce qui est en train de se passer sont pas forcément ceux qu'on croit. C'est pas les caricatures là qui étaient faites tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment tout le monde. Bon, ça, c'est la première chose. La première remarque que je voulais faire. Ça ne veut pas dire que ce soit le seul discours. Ça ne veut pas dire que ce soit le seul élément, mais ça me paraît être dû par la puissance publique au sens large, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, tout le monde. Ça me paraît être dû à la population. Et en fait, j'attire notamment l'attention sur la question de l'eau, parce que si vous voulez, autant sur l'énergie, on peut avoir plein de débats sur comment réduire la consommation, par quelle énergie on va remplacer telle autre, etc., etc. Autant rien ne remplace l'eau. Et quand il y a plus d'eau, en fait, c'est vite la barbarie. Et du coup, cette question-là, elle me paraît pas du tout avoir dans le débat public sur les enjeux écologiques l'importance qu'elle mérite, ni sur la quantité, ni sur la qualité de l'eau. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je voulais évoquer évidemment à la fois le fait que le climato-obscurantisme, il est tout à fait central dans le projet des régimes populistes, autoritaires, nationalistes, xénophobes, etc. Et à quel point, en fait, la montée en tension sur les conséquences du changement climatique et sur la prédation des ressources a toujours été, mais a pris une dimension de sous-jacence dans la géopolitique internationale qui est évidemment centrale dans le contexte d'accumulation des forces de guerre dans lequel on est. Donc je reviens sur les caractérisations politiques, c'est central. C'est central parce qu'en fait, si vous voulez raconter à une population que vous pouvez vous en sortir en fermant les frontières, en étant xénophobe, votre pays contre tous les autres pays, etc., il y a forcément besoin de nier le principal problème commun à l'ensemble de l'humanité. Il y a une cohérence, en fait, entre les deux. Voilà, donc moi, dans ce contexte géopolitique et par rapport aux questions qu'on évoquait, 2 points pour rebondir à ce qui a été dit notamment par Géraud. Premièrement, et y compris ce qui a été dit sur ce qu'on observe dans l'opinion aujourd'hui, etc., en termes de clivage, pour moi, c'est lié à l'insuffisance d'un discours radical, décroissant, écologiste, ancré clairement dans les valeurs républicaines. La question de la protection est centrale. Elle n'est pas secondaire. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur ta remarque sur où est le projet positif, en fait, on entend à juste titre le combat juste contre telle ou telle infrastructure, mais pas du militantisme pour telle ou telle conquête sociale, écologique, parce qu'en fait, on est dans
dans un contexte où il y a une forme de régression infantile de l'écologie politique qui ne se situe pas dans une perspective de conquête du pouvoir. Et les deux sont liés. C'est-à-dire que la question républicaine et cette absence en fait de projection qui, à mes yeux, rétroagit par ailleurs sur l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que c'est une situation à laquelle moi je travaille avec d'autres à remédier parce que ça rétroagit sur tous les acteurs. Ça rétroagit sur les combats concrets des associations, ça rétroagit sur la façon dont ceux qui se battent dans les entreprises, dans les territoires pour faire bouger les choses, avancent. Bon. Parce que c'est le dernier point, il y a quand même une révolution tranquille à bas bruit dans la société française. Hein. Tout n'est pas sombre, il n'y a pas rien qui bouge. Sur le terrain, en particulier depuis la pandémie, c'est-à-dire dans l'aspiration à des changements des modes de vie, à reprendre en main le contrôle de notre destin, etc., il se passe un foisonnement d'initiatives comme on n'en a jamais vu, mais qui est aujourd'hui privé d'une expression et d'une perspective démocratique, et ça pèse, je pense, sur le travail de tout le monde. Parfait. Ouais, j'ai pris 2-3 notes. J'attaque sur décarbonation, c'est facile. C'est toujours un syndrome de Stockholm, moi, quand je fais des tables rondes avec un public plutôt très écolo et des intervenants plutôt très écolo. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille toujours un peu plus loin pour montrer que moi aussi, je peux être de la majorité et être écolo. Et c'est marrant, je me retrouve à être le plus écolo d'entre vous, quoi. C'est-à-dire que oui, la décarbonation, entre guillemets, bien évidemment que c'est difficile. Bien évidemment que c'est difficile. Mais si vous voulez, pour moi, c'est quasiment déjà un acquis. Et le travail du SGPE, tout le travail qu'on va faire, industrie par industrie, parfois secteur par secteur, c'est horrible à dire, hein. Je veux dire, bon, pour moi, c'est quasiment déjà de l'acquis. Et en fait, vous parliez de vos voisins, ou je pense que Siemens sera net zéro avant que vous ayez toqué chez vos voisins. Parce qu'en fait, finalement, décarboner l'industrie, on ira plus rapidement que ce qu'on va faire pour arrêter de manger de la viande, changer des comportements un peu difficiles, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette partie un peu provocateur, hein. Bien sûr que non, c'est très, 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 très compliqué. Mais, entre guillemets, on a déjà amorcé ce chemin-là. Et c'est pour ça que je disais au début de mon intervention, c'est-à-dire que heureusement qu'on n'attend pas la rupture. Heureusement qu'on parle de transition, parce que sinon, ça veut dire qu'on fait rien depuis toutes ces années et que on serait encore plus mort qu'on l'est aujourd'hui. Je pense qu'on a amorcé plein de ruptures et que maintenant on a un énorme enjeu d'accélérer sur toutes les bonnes intuitions qu'on peut avoir. Et je pense vraiment, très sincèrement, que c'est ça notre enjeu. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce truc-là un peu provoque sur la décarbonation, c'est facile. Bien évidemment que c'est extraordinairement compliqué. Ce que je veux dire, c'est que par les moyens financiers, capitalistiques, par un certain nombre d'innovations technologiques et autres, on va réussir à le faire plus rapidement qu'on aura à basculer des changements de comportement vraiment systémiques et sociétaux. C'était juste ça mon point. Et je suis parfaitement d'accord sur aviation vs maritime, je voulais juste pas le laisser de côté, vous avez tout à fait raison pour le coup. Je vais répondre aussi à votre question sur le côté un peu positif. Bon, j'ai laissé Madame la ministre Bateau faire l'autocritique du mouvement écologiste tel qu'il est aujourd'hui peut-être. Je pense que moi, l'écologie politique, elle doit trouver racine aussi ailleurs que dans son parti historique et qui a lancé cette alerte, cette rupture, cette prise de conscience généralisée. Et moi, je dis toujours, on vous doit beaucoup, entre guillemets, par rapport à ça, d'avoir été les premiers à vous saisir de cette question environnementale et cette question écologique. Et je pense que maintenant, on a un énorme enjeu à ce qu'elle soit imprégnée dans les partis, on va dire, un peu plus traditionnels, et qu'on trouve là aussi du débat, de la confrontation d'idées entre une écologie, je ne vais pas dire de droite, parce que ça m'agacerait, mais entre une écologie peut-être macroniste aujourd'hui ou à la française, on a essayé on tente des choses, versus une écologie peut-être plus radicale et que vous portiez historiquement. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup, au contraire, de choses positives qu'on porte. Et vous parliez d'aménagement du territoire. Moi, je suis convaincu que là, on fait plein de choses, mais qu'on n'arrive pas, encore une fois, à l'encapsuler dans un récit positif autour de l'écologie. La France des sous-préfectures,
Vraiment, je vous le dis, c'est une des grandes convictions. Je fais pas de l'autopromo, franchement, je suis pas là pour ça, mais je veux dire, c'est une des grandes convictions du gouvernement actuel et du gouvernement précédent notamment. Tout ce qu'on fait sur Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville, la réhabilitation d'un certain nombre de territoires, ça s'inscrit dans ça. C'est énormément d'investissements, de réouverture de petites lignes, etc. On va pas assez loin, je suis bien d'accord, surtout, mais on n'arrive pas à le rendre un truc un peu global de dire, bah, en fait, il faut qu'on déconcentre nos centres-villes, nos métropoles pour retrouver de l'attractivité sur l'ensemble du territoire, réduire la pression immobilière, foncière sur l'équilibre du vivant, etc. Et je pense que là, on a un énorme enjeu à penser ça de manière globale, mais il y a plein de belles initiatives. C'est juste qu'à mon avis, on a un tout petit peu du mal à les vendre et à le... Ouais, encore une fois, à définir un peu aussi ce que peut être une autre écologie et une écologie un peu différente que l'écologie politique traditionnelle. Et enfin, j'ai j'ai beaucoup aimé le débat sur l'écologie et le régalien. Ça m'a interpellé sur 2 points. Je pense que vous avez tout à fait raison, mais quand on parle d'écologie, le moment où on parle le plus d'écologie en France, c'est quand il y a des feux de forêt. Quand il y a des feux de forêt, c'est les sapeurs-pompiers qui interviennent. C'est ça les images qu'on voit et c'est ça qui donne l'impression aux Français qu'on génère de l'effet cliquet que le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, c'est maintenant et c'est déjà du concret. Il y a rien de plus régalien que des pompiers et d'ailleurs, c'est pas Christophe Béchu qui se rend sur place, c'est Gérald Darmanin. Et Heu et ça m'y fait penser encore une fois, c'est pas du tout, ça m'a fait marrer de voir ça il y a quelques semaines, je sais pas si vous avez vu, ils veulent a priori lancer un Beauvau de l'écologie, ça m'a fait vachement marrer quand même. Mais justement, je pense que c'est la prise de conscience minimaliste, on est à l'ébauche de ce stade-là, mais qu'en fait ça devient un sujet régalien, peut-être pas dans la lutte contre le dérèglement climatique et l'écologie en particulier, mais peut-être plus sur ce que disait madame Bateau, c'est-à-dire la résilience et l'adaptation, où effectivement quand vous avez des sujets sur, sur l'argile, quand vous avez des sujets sur le trait de côte, quand vous avez des sujets sur évidemment le bien-être des populations et l'impact que ça peut avoir, que ce soit la pollution de l'air ou les vagues de chaleur, vous rentrez évidemment dans des dimensions de sécurité publique et je pense que de plus en plus, on va voir le régalien s'approprier les sujets de l'écologie. Est-ce que ça serait une bonne chose? Ça, je ne sais pas dire. Mais, voilà. Mais en tout cas, euh, continuons à accélérer et soyons dans une rupture peut-être de notre courbe. Aujourd'hui, on a une tendance qui est, si je regarde uniquement la partie climat et la partie émissions, on avance très concrètement. Pour le coup, on avance très très concrètement dans la baisse de nos émissions. On a des objectifs qui sont fléchés. On a un financement qui commence et qui, j'espère, sera de plus en plus important et en tout cas qui devrait matcher aujourd'hui l'ambition qu'on peut avoir sur l'ensemble de notre de nos ambitions climatiques. Maintenant, il y a un énorme enjeu à embarquer un maximum de monde là-dedans. Oui. Ce n'était pas pour préciser que le gouvernement actuel n'est pour rien dans les chiffres d'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Oui, oui, mais non, un point parce que j'ai zappé trop vite. En fait, sur la question qui a été évoquée du déni et des mécaniques à l'œuvre dans l'espace de retour du climato-obscurantisme en France, en tout cas son augmentation. Je voulais souligner 2 choses. Premièrement, qu'il est organisé et que c'est la même complosphère que celle de l'antisémitisme, des antivax, etc., etc., de façon extrêmement structurée. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est que par contre, ce qu'il y a dans la société, il y a quelque chose qui est très important et qui du coup fait le lien avec ce que Géraud disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, un message qui ne se concentre que sur le constat en fait de l'état d'urgence absolue, des risques d'effondrement, etc., sans perspective d'issue, provoque une mécanique de déni. C'est prouvé. Alors qu'en fait, un message qui est inquiétant, qui fait peur même, provoque de la mise en mouvement s'il y a un chemin, si on voit l'issue de secours. Voilà. Et donc, c'est très important à comprendre ça, y compris pour j'allais dire le propos politique. Et il faut que l'issue de secours soit crédible. Voilà. Parce que si l'issue de secours, c'est du baratin, ça ne marche pas non plus.
Donc c'est très important en fait de comprendre, j'allais dire à la fois la nécessité, si vous voulez, des constats qu'on résume parfois par l'expression de collapso, et en même temps de leurs limites dans ce qu'ils produisent en fait dans la société, s'il n'y a pas un chemin de perspective. Mhm. Intéressant. Je ne pourrais pas répondre à ta question, Bernard, sur qui sont effectivement les personnes qui composent ces mouvements, mais il est certain que alors, on est vraiment loin de la situation d'il y a 10 ans, hein. Vraiment, je vois quand on voit les unes de presse, quand on voit le traitement médiatique de la question écologique, on est à des années-lumière de ce qu'on a pu vivre il y a 10 ans. Ça a nettement progressé. Pour autant, nettement progressé. Et les mouvements que vous voyez par rapport à la grande masse, c'est vrai qu'on les voit. Pour autant, il y a quand même un enjeu majeur de désinformation ou de mésinformation. Là, je travaille pour une boîte qui est un leader dans la tech et qui connaît très très bien les enjeux d'IA et notamment d'IA générative. À très court terme, la question ne sera pas de savoir quelles sont les informations fausses que vous lirez, mais quelles sont les informations vraies. C'est ça. Et je pense qu'on se retournera vers le journalisme parce que ce sera un des remparts et un facteur de confiance sur quelles sont les informations vraies que vous trouverez. Et ce sont vraiment des experts et des personnes qui sont de la tech, qui baignent là-dedans, et c'est les premiers à interdire les réseaux à leurs enfants. C'est les premiers à interdire les réseaux à leurs enfants. Donc ça, c'est un enjeu majeur sur le sujet qui nous préoccupe ce soir. On a le malheur d'être dans le domaine depuis longtemps. J'ai commencé à traiter les questions de l'écologie en 2002. Ça intéressait vraiment. Alors d'ailleurs, je l'ai traité parce que dans le cabinet où j'étais, ça n'intéressait personne d'autre. Donc on s'est dit, tiens, toi, tu sais pas quoi faire, tu vas faire ça. Et à l'époque, c'était vraiment ça. On a vécu les grandes ambitions du Grenelle de l'environnement où tout parti politique confondu, y compris les partis dits traditionnels, tout le monde a voté à l'unanimité, la main sur le cœur, les objectifs du Grenelle. À l'époque, on a réinterrogé le concept du PIB, on avait fait faire une mission par Amartya Sen, Stiglitz et Fitoussi. Bernard Chevassiou, il avait fait tout un travail effectivement pour savoir comment est-ce qu'on pouvait valoriser la nature, comment est-ce qu'on pouvait travailler sur cette question. On a travaillé à l'époque aussi sur les questions économie d'usage, économie circulaire. J'ai vu François-Michel Lambert là-bas qui avait lancé l'Institut de l'économie circulaire. Donc on a lancé ces questions et là on est 10 ans après avec un constat qui est simple, c'est que même si tous les objectifs tiennent, si tous les pays, pardon, tiennent les engagements qu'ils ont pris à la suite de la COP de Paris, même s'ils tiennent leurs engagements, et on n'y est pas, c'est plus 3,2 degrés à l'échelle de la planète en 2100, ou moins plus 4, c'est l'avis du Haut Conseil au climat en France. On est dans une situation, là, aujourd'hui, où la rupture, elle est devant nous. Elle est devant nous. Le World Resource Institute vient de publier un rapport hyper intéressant sur l'eau, mais vraiment hyper intéressant. 2050, 100% de l'Afrique du Nord et Moyen Proche-Orient sera en situation de stress hydrique extrêmement élevé. 100%. Ils ont calculé tout l'impact que ça aura aussi, évidemment, sur la production agricole à travers le monde. Et ça, c'est entre guillemets un acquis. Donc oui, ça va devenir de fait un enjeu de sécurité. On a déjà actuellement, c'est le Haut Conseil aux réfugiés des Nations Unies qui le dit, on a 21,5 millions, je crois, de déplacements par an qui sont directement liés aux événements climatiques majeurs. C'est 2 fois plus que les guerres, c'est 2 fois plus que les guerres et les actes de violence. Donc on est déjà dans une situation de tension extrêmement importante. En 2005, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en 2005, avait inscrit la question du climat à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Donc déjà, ils ont anticipé que ça deviendrait un sujet de sécurité. Et quand on travaille avec des entreprises aujourd'hui, quand on leur dit, bah, quelle est votre vulnérabilité? Est-ce que dans 10, 15 ou 20 ans, vous serez encore là? Est-ce que votre business model aura encore du sens? Parce que regardez, voilà, prenez en compte la question de l'eau, potentiellement la question de l'énergie, la question des ressources dites stratégiques. Alors là,
vous engagez une discussion extrêmement intéressante avec elles sur comment justement elles peuvent évoluer et intégrer ces nouveaux modèles. Et là, on a des vraies réponses. On a des sociétés, on a des entreprises qui bougent et qui proposent des réponses extrêmement intéressantes. Donc, effectivement, je suis pas pessimiste, hein, je suis juste un peu dramatiquement réaliste. Et pourquoi ça bouge pas autant qu'on l'aimerait? Je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur, c'est le modèle de société dont on est abreuvé tous les jours. Tous les jours. Il y a une étude de l'ADEME de février dernier intéressante sur les publicités que vous recevez. 90% des publicités que vous entendez vous incitent à consommer plus. 90%. 90%. Dans les années 80, vous receviez 300 messages publicitaires par jour. C'était déjà énorme. Aujourd'hui, c'est 1200 messages publicitaires par jour. Donc, si on veut entraîner des évolutions assez radicales, il va falloir quand même s'adresser au cœur du sujet, qui est effectivement sortir d'un modèle de société qui est dans le toujours plus pour aller vers un modèle de société beaucoup plus qualitatif. Mais là, on s'attaque effectivement à du dur, à du lourd, mais ça s'imposera à nous d'une manière ou d'une autre, hein. Et je voulais juste terminer par un tout petit message parce que j'ai beau être la vieille marraine, hein, en réalité, c'est comme les enfants. Ceux qui ont porté le père et la mère de ce projet qui est la fabrique écologique, c'est quand même Lucille et Giraud, c'est à eux qu'on doit vraiment tout. Il mérite bien ces applaudissements. Non, juste pour dire mon accord, et je pense que ça trace même un chemin pour le journalisme entre des choses que vous avez dites toutes les deux, Delphine et Chantal. Sur le catastrophisme nourrit le déni et l'inaction, ça c'est sûr. Et tel que vous l'avez formulé. Attendez, oui, attendez, je termine enfin, c'est ce que j'ai un peu entendu dans ce que vous disiez. Et je pense que ce que vous avez souligné après en disant l'urgence, pas simplement le discours, parce que c'est l'urgence, l'urgence en éclairant les voies de passage, c'est beaucoup plus mobilisateur et ça a une chance d'embarquer la société. Ça, je pense que c'est vraiment nous ce qu'on a aussi essayé de pousser dans la réflexion du journalisme à Radio France, c'est de dire on a un devoir d'éclairer les voies de passage. C'est extrêmement important. Et après, chacun peut se construire avec du contradictoire, avec tout ce qui permet de faire réfléchir. Mais je pense que d'éclairer les voies de passage, et pas simplement d'éclairer ou de tenir le discours de la catastrophe. Il existe le discours de la catastrophe, hein, évidemment. Et la catastrophe, vous l'avez dit, bon, elle est assez largement engagée, on va dire. Mais en tout cas, il y a une responsabilité là, si on veut pousser les gens à l'action, de vraiment d'éclairer les voies de passage. Et la deuxième chose avec laquelle je suis d'accord que vous avez dit, Chantal, sur le vrai du faux, et la nécessité en fait de lester le vrai, parce que le vrai va être très très englouti par la montagne de désinformation. Je pense que la voie de passage, là pour le coup, c'est vraiment que le journalisme s'allie avec la connaissance. C'est une grande alliance du journalisme et de la connaissance. C'est comment on arrive à embarquer avec nous dans nos rédactions des scientifiques, des ingénieurs, et à travailler différemment et à faire différemment ce métier. Et ça, c'est un sacré défi aussi pour le journalisme. Merci. Avant de conclure, je voudrais dire évidemment quelques mots sur nos 10 ans et les futurs 10 ans. Un mot peut-être sur les 10 dernières années, et un mot seulement, parce que l'important c'est l'avenir. Un mot seulement, on a fait tout ça, nous tous, toute l'équipe, que je citerai d'ailleurs en fin de réunion, on a fait tout ça parce qu'on a envie que ce soit utile. On n'a pas fait tout ça, on y passe du temps, on y passe de manière bénévole, on ne fait pas ça parce que ça nous intéresse, certes, on est passionné, on est convaincu, mais on a envie, et dès le départ, ça a été l'objet de nos réflexions, qu'on était une trentaine, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens, Lucide, et quelques autres que je vois dans la salle, on voulait que ce soit utile. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut quand même revenir là-dessus, parce que en disant un mot, je pense qu'un certain nombre de choses ont été utiles, de propositions qu'on a faites, qui d'ailleurs certaines sont passées dans la réalité. Mais fondamentalement, c'est vrai qu'un certain nombre d'où la question d'ailleurs de la table ronde, un certain nombre de choix structurels, de ruptures concrètes que nous avons proposées et qui sont dans certaines de nos notes, pas dans toutes, mais dans un certain nombre de nos notes. Je pense à la décentralisation énergétique, je pense
au paysage, je pense, enfin on pourrait multiplier les exemples, la publicité, je pense, enfin toute une série de choses que nous avons écrites, les uns et les autres hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas été les seuls à écrire loin de là. Tout ça, honnêtement, ça s'est traduit que très imparfaitement dans la réalité, voire même pas du tout. Et donc c'est le premier point, et je pense que c'est le point qui mérite pour notre part notre réflexion pour l'avenir. Comment est-ce qu'on peut être davantage utile au débat public et aux ruptures nécessaires en matière de transition écologique. Alors on a un certain nombre d'éléments très forts. Et je voudrais quand même les rappeler parce que je pense que c'est utile, y compris dans le débat qu'on vient d'avoir. Le premier élément fort, c'est que notre ADN, c'est la rigueur. Et nous avons des procédures, entre guillemets, de nature scientifique, un comité de lecture, un vote de validation au conseil d'administration, des grands témoins qui viennent relire les notes. Nous avons des procédures qui, disons, on garantit, normalement, sauf, mais je crois qu'on a bien réussi dans les dernières années, on garantit le sérieux du diagnostic et la rigueur du diagnostic. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que dans cette période où inévitablement on va, je pense, vers une période de plus en plus de fake news, en effet, je pense qu'on a un rôle à jouer assez important de pouvoir être la référence, ou une des références, pas la seule, une des références pour le débat public. Donc ça, c'est, je pense, un premier point qui n'avait pas été souligné jusqu'à présent, mais je pense que c'est vraiment très important, même si on a conscience de nos limites. On sait bien que, bon, voilà, on a la puissance de feu qu'on a, etc. Mais je pense qu'on est maintenant vécu comme, en tout cas, une référence objective et rigoureuse sur ces sujets. Et je pense que c'est un élément extrêmement important pour l'avenir. La deuxième chose, moi, qui me paraît très importante, c'est l'idée, et qui est là aussi l'idée qui est dès le départ de la fabrique écologique, l'idée qu'il faut déboucher sur du concret. Parce que moi, je suis très frappé d'une partie du débat public, et Vincent l'a rappelé à juste raison, je pense que maintenant le débat public sur l'alerte est excellent. On le voit bien, il y a maintenant quand même sur toute une série de choses, toute une série de dispositions qui ont été prises, et on alerte très bien. Regardez les journaux télévisés qui quand même, on a passé l'été à avoir des signaux d'alerte et qui ont été très bien retransmis. En revanche, je vois pas beaucoup de débats sur justement les choses concrètes. Et les débats que je vois dans le débat public, je le regrette un peu. Je sais que c'est important, mais je le regrette un peu. C'est des débats à savoir quel montant financier il faut mettre, ou c'est des débats quel choix technique il faut prendre. Et c'est évidemment quand vous regardez, ou alors quelles mesures d'interdiction il faut prendre. Donc c'est des débats qui évidemment n'emmènent pas les gens, par définition. Bon. Et donc je pense que une façon d'emmener les gens, c'est quand même d'être concret, d'être proche de la vie quotidienne. Bon, je prends l'exemple de l'étude qu'on a fait sur le covoiturage courte distance, où on a regardé très concrètement comment ça se passait concrètement, comment on pouvait le développer, etc., etc. Et donc, ce deuxième aspect très concret, évidemment, est extrêmement importante et je pense qu'elle doit permettre d'avancer. La troisième chose, je pense, importante, c'est que nous essayons de conjuguer l'économique, le social, l'écologique. Nous n'avons pas une approche uniquement technique. Et de ce point de vue-là, je pense que il est important que le débat public et que les propositions faites dans le débat public s'inspirent davantage de ça. Parce que je pense qu'on ne peut pas être uniquement sur une proposition. On voit bien les impasses quand même ces dernières années. Je pourrais prendre 15 exemples depuis une vingtaine d'années de propositions qui sont labellisées écologiques, mais qui en réalité ne permettent pas d'avancer parce que sur le plan économique ou sur le plan social, elles ne permettent pas de déboucher sur des choses opérationnelles et concrètes. Donc là, je pense que c'est un troisième élément qui me paraît tout à fait important. Enfin, le dernier élément que je voudrais souligner, parce que je crois qu'on est à peu près le seul think tank dans ce pays à avoir cette démarche, c'est que nous avons un dispositif de co-construction citoyenne. C'est-à-dire que je vous rappelle, nous travaillons grâce à un réseau d'experts qui est mobilisé dans des groupes de travail, mais à chaque fois, nous avons un dispositif de co-construction citoyenne, y compris, j'en ai le souvenir, des ateliers. Par exemple, donc, nous avons fait une note sur le loup, nous avons fait un atelier à Chambéry et un autre à Montpellier, et qui était extrêmement passionnant avec toutes les parties prenantes. Et donc, je pense que ce côté co-construction citoyenne, il est évidemment extrêmement important. Alors, est-ce que ça nous garantit
qu'on sera plus utile dans l'avenir. C'est ça finalement notre sujet. Je pense que ça ne nous garantit pas, mais ça nous donne le socle pour le faire. Et ce qui nous permettra peut-être d'avancer en étant plus utile, c'est peut-être deux choses qui ont été dites d'ailleurs et qui reflètent assez bien, je pense, le débat qui vient d'intervenir. La première chose, c'est de travailler encore plus sur le récit. Et de travailler encore plus sur ce qui a été dit, je crois, de manière très juste, je pense par Delphine en particulier, sur l'imaginaire, sur la façon dont les valeurs s'incarnent dans la société et dans la façon dont on peut les transformer. Mais ça, la grande difficulté de ça, c'est qu'il faut être très concret et pas simplement abstrait. Et je pense que par toute une série de travaux, il faut qu'on essaye d'être davantage préoccupé de ce sujet et peut-être davantage concret parfois dans ce qu'on fait, encore quand je pense qu'on a été très concret. Et la deuxième chose, moi je suis convaincu, j'ai même écrit un bouquin en grande partie là-dessus, c'est que il faut arriver à mettre en débat un certain nombre de mesures structurelles qui ne se résument pas, encore une fois, à des financements, mais qui sont absolument indispensables si on veut que les citoyens avancent avec tout le monde dans la transition écologique. J'ai donné deux exemples sur l'aménagement du territoire, le rapprochement domicile-travail ou bien sur l'économie de l'usage. Il peut y avoir beaucoup d'autres exemples. Je prends un seul exemple. Comment se fait-il qu'on accepte encore dans ce pays que les produits propres soient plus chers en permanence que les produits sales? Quand même, moi je veux bien qu'on essaye d'avancer, mais enfin, et ça se décline partout. Ça se décline dans l'alimentation, ça se décline dans les transports, ça se décline, etc. Est-ce que quand même notre système fiscal ne peut pas permettre de rééquilibrer les choses pour permettre qu'enfin les produits propres soient moins chers que les produits sales? Et je pense que ça permettrait d'avancer encore beaucoup plus vite dans la transition écologique. Donc voilà, je pense que c'est à partir de ces deux orientations, je pense qu'on peut arriver à être, et je crois que je reflète en disant ça l'avis du bureau, du conseil d'administration, on peut arriver à être plus efficace. En tout cas, c'est notre objectif, c'est notre volonté. On est toujours aussi passionnés et on a envie d'avancer avec vous tous, évidemment. Alors, je voudrais en profiter pour saluer évidemment tous ceux qui ont contribué à la réussite de la fabrique écologique depuis 10 ans et qui sont présents dans cette salle. Les partenaires d'abord, dont je remercie beaucoup évidemment la présence, parce que sans moyens, c'est un peu difficile de travailler. Des partenaires qui sont, pour la quasi-totalité d'entre eux, d'une fidélité à toute épreuve. Donc vraiment, merci beaucoup aux partenaires de votre présence et de votre soutien. Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation qui acceptent de se réunir, heureusement à un rythme quelques fois par an, mais qui acceptent, les membres du conseil d'administration, d'avoir un vote sur la validité des notes, sur la qualité des notes. Et donc je les remercie beaucoup. Je voudrais saluer les membres du bureau qui sont ici, je crois qu'ils sont tous ici. Évidemment Lucille, qui est devant. Je voudrais saluer Pierre Victoria, est-ce que je l'ai vu, voilà, qui est là, et qui nous apporte beaucoup, qui est, je vous rappelle, le président, on dit président de la plateforme RSE, on dit, c'est ça, président, plateforme RSE, qui nous apporte beaucoup, y compris sur les sujets d'eau évidemment, mais sur beaucoup d'autres sujets. Je voudrais saluer Damien Bourreau, qui est là, et qui est notre trésorier très vigilant, et heureusement qu'il est là, parce qu'un trésorier dans une association comme la nôtre, c'est quand même assez décisif. Je voudrais saluer Denis Pingot, que je vois tout au fond, et ce que j'ai vu passer, mais qui nous apporte beaucoup en termes de communication. Il est là-bas, j'ai pas mes lunettes, donc je le vois pas, mais il est là-bas, qui nous apporte beaucoup en termes de communication. Je voulais saluer Pauline Bureau, que j'ai vu aussi, et qui est chargée en particulier de la rubrique L'œil de la fabrique écologique, qui marche très bien. Vous savez, la rubrique L'œil, c'est une rubrique où tous les 2 mois, nous faisons une synthèse sur une page d'un article scientifique international qui, à notre avis, n'a pas été assez discuté dans le débat public et donc et qui a des résonances souvent très intéressantes. Et donc, merci beaucoup à Pauline, en particulier, de ce travail. On peut avoir, pour finir, un applaudissement collectif extrêmement fort pour l'ensemble de ces intervenants.